redondant, vous allez voir. Je vais reprendre un peu une présentation d'hier. Porter sur la présentation d'aujourd'hui, qui devrait être, qui est à l'ordre du jour, c'est une présentation d'anti-CFX. Sauf que hier, j'ai dû faire un peu d'anti-CFX parce qu'il y avait une autre personne qui s'est décommandée. Et pour cet après-midi aussi, il y a d'autres personnes qui se décommandent, donc je vais présenter mon truc de l'après-midi pour le mettre maintenant. Donc je vais coupler un peu deux choses, mais ça va aller vite, j'espère que vous allez l'aimer. Donc brièvement, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de anti-CFX dans notre domaine d'études et quels sont les projets qu'on a faits en l'utilisant. Le but final de toute cette chose, c'est que de plus en plus, il y a un laboratoire de recherche en énergie éolienne qui veut devenir une institution d'expertise dans certaines parties de l'éolien. Par exemple, à Chicoutimi, vous avez le laboratoire de recherche sur la création de glace qui est reconnu quasiment tout à travers le Canada et même aux États-Unis comme étant le summum des connaissances dans la création de glace. Ici, à Rimouski, depuis quelque temps, on a pris la présidence de ce qui est les études d'aéroélasticité. Tout ce qui régit les énergies éoliennes ici au Canada sont faites par le Wind Energy Scientific Network, puis depuis quelques temps, ça se trouve ici. Peux-tu garder la divergence pour l'après-midi? Ok, je vais y parler un peu, c'est correct. Est-ce que je présente avec toi? Ok, bien. Donc, depuis quelques temps, on travaille beaucoup sur l'aéroélasticité. L'aéroélasticité veut dire quoi? L'aéroélasticité, c'est l'interaction entre le fluide et les structures. Donc, il faut une modélisation aérodynamique, il faut une modélisation qui permet de régir, de décrire, de coder et de sortir des résultats pour toutes les équations qui régissent le transport des écoulements. Transport d'air, transport de gouttelettes d'eau, transfert de gouttelettes d'air dans un élément fluide. Puis, il y a la partie structure. Il faut modéliser une structure. La statique de la structure, la dynamique de la structure. L'aéroélasticité, il faut coupler les deux. Par exemple, je dis un truc que j'explique souvent, la pression de glace, ça veut dire quoi? La pression de glace, ça veut dire l'eau, c'est de l'eau qui colle sur une pale et qu'elle fige, elle devient de la glace. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut modéliser? Il faut modéliser l'écoulement de l'air, il faut modéliser le transport des gouttelettes d'eau dans l'air, il faut modéliser l'impact de l'air sur la pale, le retour de cet impact sur les gouttelettes d'eau, où va frapper la gouttelette d'eau, lorsqu'elle frappe, la thermodynamique sur la pale, le changement de chaleur, donc où et quelle quantité de glace qui va s'accumuler. Lorsqu'il y a un changement d'accumulation, lorsqu'il y a une accumulation de glace sur la pale, quel est le changement de profil? Le changement de profil maintenant va influencer l'écoulement. Et là, ça continue, c'est une itération pour pouvoir modéliser tout le changement de glace sur une certaine période. Donc la modélisation aéroélastique est très compliquée. Pour ce faire, on a pris plusieurs étapes. On a pris une première étape de compréhension de certains logiciels aérodynamiques plus ou moins simples, pour finalement venir avec CFX et faire le couplage. Donc peut-être que Pierre-Luc pourrait commencer avec les différents logiciels. Ah oui, celui-là, ouais. Les différents logiciels qu'on a appris. Le premier, il n'est pas simple. Le premier, c'est OpenFOAM. OpenFOAM, c'est un logiciel très puissant. Vous avez besoin? Non. C'est un logiciel très puissant et très flexible. En plus, gratuit. Par contre, il faut une expertise pour pouvoir l'utiliser. OpenFOAM, c'est quoi? Différentes personnes ont modélisé différentes choses. Par exemple, un spécialiste en modélisation de turbulence, il code un modèle de turbulence en C++ et crée une librairie. Un autre, il code les équations de Navier-Stokes dans une librairie. Et la totalité du logiciel, c'est un ensemble de fichiers codés en code C dans une librairie. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est d'appeler ces codes, définir notre géométrie, et intégrer la physique de notre problématique en utilisant ces codes C pour les résoudre. Donc OpenFOAM est très intéressant, mais ça demande quand même une connaissance assez puissante de la programmation et être très flexible pour jouer avec la mécanique des fluides. Exemple sur OpenFOAM. Je vais vous montrer un exemple sur OpenFOAM qui a été fait. En fait, c'est un barrage, l'écoulement d'un barrage. Un barrage d'eau, mais c'est en 2D. En 2D. On aurait pu le faire en 3D parce que toutes les codes sources de mécanique des fluides sont codés en 3D. Il faut juste extruder et puis ça permet de calculer. En fait, tu as l'eau qui est comprise dans une membrane. Puis à un certain moment donné, tu enlèves la membrane puis tu peux voir une interaction avec le muret qui est là. En blanc. En fait, c'est ça. À un certain temps T, tu dois le coder. Tu dois dire à un certain temps T est égal à T0. La membrane est brisée. Lorsque la membrane est brisée,
Vous voyez l'effondrement de l'eau. L'effondrement de l'eau, et il arrive aussi à modéliser l'impact de cet effondrement avec l'obstacle. Et on arrive même à voir en aval. Après, qu'est-ce qui se passe? La modélisation permet même d'intégrer les gouttelettes d'air à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans le logiciel et vous allez voir à l'intérieur de l'eau qu'est-ce qu'il y a, quelle est la densité, ben vous voyez qu'il arrive à modéliser l'impression de l'air dans cette équilibre. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez flexible, puis pour une première version, on voit aussi qu'il n'y a pas d'interface utilisateur, il faut tout que tu codes. Par contre, il y a une interface post. Puis il arrive à te sortir une carte qui est graphique de tes résultats. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Xfoil, c'est un logiciel qui est interactif. C'est un logiciel qui fonctionne sur DOS en fait, qui a beaucoup de limitations, mais qui utilise la méthode des panneaux pour sortir des résultats. En fait, c'est une méthode qui est plus simple, qui est très rapide, mais qui possède des erreurs. En fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'appeler un profil. Le logiciel comprend une certaine librairie de profil aérodynamique. Par exemple, pour une page, on pourrait appeler un ACA 012, par exemple. On définit un nombre de Reynolds et un nombre de Mach qui sont en relation avec la vitesse et la viscosité de l'écoulement. Et puis, à partir de ça, on est capable de ressortir des résultats sur les coefficients de portance et en fonction de la corde en différents endroits, et faire une analyse aussi en fonction de l'angle d'attaque de ton profil dans l'air. Peut-être juste rajouter que ceux qui veulent le logiciel est gratuit, et puis si vous voulez le tutoriel, il est disponible. Ouais, ceux qui veulent utiliser ça, c'est très très facile. Vous me demandez, je vous donne le logiciel, je vous donne le tutoriel, et puis vous appuyez, ça marche. Tutoriel fait par le JavaFoil, c'est un logiciel qui est disponible en ligne en fait, c'est programmé en Java, puis tu as juste seulement besoin de Java sur ton ordinateur, tu vas sur le site Internet. Tu vas directement sur le site Internet, puis tu peux, tu as différents onglets qui te permettent en fait de définir ton profil. Tu peux apporter des modifications avec des boutons. En fait, ce qu'il y a de plus que Xfoil, c'est des couleurs premièrement, puis une interface qui te permet avec des boutons de savoir qu'est-ce que tu dois remplir en fait. Mais il y a aussi, je pense, le fait que le calcul se fait à deux temps. Parce que dans JavaFoil, il faut que vous compreniez une chose, parce qu'il y a un écoulement. Un écoulement se fait par la méthode des panneaux. La méthode des panneaux, c'est des puits et des sources. C'est des intensités qui se calculent. Donc, avec JavaFoil, il calcule juste l'écoulement potentiel, juste l'écoulement en gros. Tandis qu'il ne voit pas l'interaction avec la surface. Lorsqu'il y a une surface quelque part, il faut faire des calculs au niveau de la couche limite. En fait, le domaine de mécanique des fluides, ce qui est important de bien comprendre, c'est de bien comprendre que quand tu as un écoulement, il y a une certaine viscosité qui est attachée à cet écoulement-là. Puis ce qui nous intéresse, c'est l'interaction due à cette viscosité entre l'écoulement du fluide, qui peut être de l'air, de l'eau, de l'huile, n'importe quoi, et une certaine surface, un certain matériau qui possède une viscosité, qui possède différentes propriétés. Donc, JavaFoil, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le calcul en deux temps, il se trouve à affiner, si je ne me trompe pas, les résultats qu'on va obtenir près de la structure, qui sont les résultats en fait qui nous importent le plus. On peut voir directement sur la carte, là, très loin de la balle. Ça, c'est notre profil. En noir, c'est le profil. Donc, comme vous pouvez voir, tout ce qui est loin du profil, c'est l'écoulement potentiel. Donc, il est quasiment non perturbé. Et proche du profil, c'est là que vous voyez des zones de pression, des zones de changement. Et ça, c'est un calcul qu'on appelle le calcul de la couche limite, qui utilise des méthodes plus complexes de von Karman, de Paul Hansen. En fait, ça, c'était une carte qui représente la distribution de pression autour du profil. Je vais te laisser présenter. Oui. XFL-R5, c'est un logiciel qui utilise les capacités de Xfoil et de JavaFoil, et aussi un peu d'un autre logiciel qui s'appelle Propy. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est capable de modéliser en 3D. La plupart du monde qui l'utilise, c'est des gens qui font des aéroplaneurs. Des aéroplaneurs, pas de moteur, rien. Donc, il est capable de sortir une distribution de pression qui est quand même correcte. Donc, vous pouvez voir des modélisations assez intéressantes. L'histoire, le moral, dans toutes ces, comme vous pouvez voir ici, en fait, quand on voyait plusieurs bandes, c'est une distribution de pression, mais avec différents angles d'attaque.
Mais dans tous ces logiciels sont des petits logiciels, ok? Il faut bien comprendre. Des petits logiciels très simples, n'importe qui peut les pitonner. Il ne faut pas utiliser des logiciels pareils pour faire un projet. C'est des logiciels qui tombent sur ses pattes. C'est-à-dire vous utilisez des logiciels qui sont très simples, vous avez des ordres de grandeur de quelque chose. Et lorsque vous allez utiliser un gros logiciel qui est très compliqué, que vous n'avez pas de grande expertise, vous vous basez dessus pour voir est-ce que vous êtes dans l'ordre de grandeur. Okay? Donc la première étape a été une compréhension totale de la mécanique des fluides, voir est-ce qu'on est capable de ressortir des résultats proches de ça. Donc eux, ils étaient juste une méthode de comparaison. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important à comprendre, Javafoil et Xfoil par exemple, eux ils font des calculs directement en 2D. En fait, c'est seulement la section du profil qu'on voit. Puis cette section-là, sur la longueur de la balle, va varier. C'est très difficile de coupler des résultats sur différentes sections pour pouvoir extrapoler pour avoir un profil en 3 dimensions. Mais XFLR 5, lui, en fait, utilise les modules de Javafoil et de Xfoil pour sortir un résultat en 3 dimensions qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais vous dire aussi que MATLAB, la plupart d'entre vous ont une formation sur MATLAB, est un logiciel très, très puissant, très flexible. Ici, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on a modélisé. On a modélisé le flottement aérodynamique. Le flottement aérodynamique, c'est la partie de l'aéroélasticité qui est la plus complexe. Pourquoi? Parce que ça intègre l'aérodynamisme, les structures, la divergence. La divergence, c'est quand tu as un angle d'attaque, ça pousse, il y a une torsion. Ça inclut le décrochage. Le décrochage veut dire quoi? Ben, à un moment donné, l'écoulement, elle décroche de la palle, puis elle tombe. Mais quand ces deux-là se font mutuellement, elle monte, elle tombe, puis d'un coup, elle décroche, puis ça se fait avec une espèce de résonance. Donc ça s'appelle le flottement aérodynamique. Comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir une décroissance d'oscillation, les oscillations augmentent et deviennent floues. Ne vous détrompez pas avec l'atténuation. L'atténuation, c'est parce qu'il ne peut plus le calculer parce qu'à un moment donné, il est déjà brisé. Okay? Mais MATLAB est capable de le faire. On l'a fait avec Simulink en utilisant le Aerospace Block Set. Un Aerospace Block Set est capable de modéliser toute la partie aérodynamique et avec Simulink elle-même, on a modélisé la masse, etc. etc. Donc, je vais juste vous présenter. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que même avec ANSYS Synflix, que j'ai travaillé dessus pendant une année, je n'étais pas capable de produire un résultat aussi proche des résultats de la NASA. La seule place qu'ils ont pu produire un résultat du flottement, c'est à la NASA. Et avec MATLAB, on est arrivé à produire un truc quasiment pareil. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure qui est implantée derrière les différents logiciels, c'est en fait tout le temps les équations de Navier-Stokes qui sont les équations qui régissent la mécanique des fluides. Puis peu importe le support pour sortir des résultats, on peut avoir des résultats plus ou moins valides. C'est ça. Là, si tu peux présenter, c'est ton. Ben, en fait, le logiciel d'actualité qui est utilisé maintenant à l'université, que Drishti utilise notamment, c'est ANSYS CFX, qui a des possibilités énormes parce qu'il utilise différents modules, si on veut. Puis on peut coupler différentes choses tout en intégrant des variations ensuite. Je vais m'expliquer là-dessus. En fait, à la base de ça, on importe toujours une géométrie pour ensuite faire un maillage que le logiciel peut faire ou on peut affiner nous-mêmes le maillage, par exemple, c'est qui est une des grandes possibilités, pour ensuite faire les calculs, pour ensuite faire un post-processing qui nous permet d'obtenir des résultats. Quand on a quelque chose d'assez simpliste, on peut juste importer une géométrie qu'on a simplifiée nous-mêmes, l'emmener dans le logiciel et nous fait le maillage pour nous d'une manière qu'on peut déterminer fine ou grossière, sans dire, par exemple, il pourrait avoir des problèmes dans cette section-là, je vais affiner mes mailles pour éviter d'avoir une singularité, puis faire des grosses mailles pour les différentes places. Ça nécessite de faire de la programmation que le logiciel nous permet de faire, mais c'est plus compliqué. Mais tu peux l'utiliser d'une certaine façon où tu peux obtenir des résultats en étant simpliste. Tu peux parler des modèles des limitations, en fait. Oui. Bon, il y a quand même des limitations, il n'est pas très flexible, on ne peut pas vraiment rentrer dans le code, on peut modifier certaines parties, parce que c'est une interface graphique qu'on a. C'est une interface graphique dans laquelle on peut rentrer, on peut définir une certaine inflation, un certain type de type de maillage et tout, on peut le changer, mais pas totalement comme on veut, parce que le code source elle-même, elle est fermée. Il n'y a pas accès au code source.
Donc ici, pour vous montrer un peu les capacités du logiciel, il y a plusieurs exemples. Donc ici, on voit une distribution de température dans une chambre. En fait, c'est un projet qui avait été fait, c'est la salle du code 220, c'est où il est stagiaire de Daniel, en fait. Il a modélisé, en fait, le but du projet, c'était d'optimiser le confort thermique dans la pièce. Il a modélisé l'air extérieur qui rentre par deux entrées, puis des sources de chaleur qui étaient les ordinateurs et les personnes. Le but, c'était de trouver le positionnement idéal des stations de travail pour optimiser le confort thermique dans la pièce, pour qu'il y ait des zones plus chaudes, des zones plus froides, pour avoir une température la plus uniforme possible. J'ai fait ça ce matin, donc tu peux passer sur la ça, c'est un autre projet qui avait été fait. On voit, c'est un peu le même principe que les résultats qu'on a obtenus avec Jalafoy tantôt. C'est un écoulement sur un profil NACA 0012 en fait. Puis, ce qu'on voit là, c'est soit la pression, soit la vitesse. C'est la distribution de vitesse en fait. Autour du profil. Puis on voit qu'il y a un point de stagnation au bord de l'attaque. C'est ça, au bord de l'attaque. Puis on voit la traînée aussi du profil. Mais ça peut paraître très simple, mais croyez-moi, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Je ne sais pas combien d'entre vous qui ont fait le cours de mécanique des fluides. Les équations de Navier-Stokes dans ce cours-là ne sont quasiment pas totalement résolues, parce que c'est vraiment compliqué. Rendez-vous compte, ça on le fait sur des formes très très simples. Mais ici, sur un profil qui est variable, la résolution analytique est quasiment impossible en intégrant tout, parce que là-bas, même analytiquement, on y intègre plein d'hypothèses. Donc ici, les hypothèses sont atténuées. La forme peut être n'importe laquelle. L'interaction fluide-structure, c'est-à-dire vous avez l'écoulement, il calcule avec CFX, les deux modules, CFX et ANSYS. CFX, lui, calcule tout l'écoulement, tout ce qui est l'écoulement. Puis, du côté de structure, toute la géométrie définie. Si vous voulez imposer un mouvement dans la structure, vous pouvez l'imposer. Et les deux sont couplés pour faire un échange de calcul entre les deux. Donc, cette activité-là, cette gymnastique-là, est très compliquée, demande beaucoup de calculs. Sorin qui est là, Sorin a travaillé beaucoup dessus, lui peut vous dire avec son ordinateur qui est quand même assez puissant, il a vu rouge avec ça parce que on avait juste pour vous donner une idée, on avait des disques durs externes ou des disques durs internes de 250 ou 500 gigs. 1 Tera. Moi je n'ai pas utilisé complètement 1 Tera, moi j'utilisais le 500 gigs. La matrice qui était formée, parce que quand le logiciel fait des calculs, il forme des matrices. La matrice était tellement énorme que les 250 gigs le 500 gigs ne suffisait pas. Donc, rendez-vous compte de l'énormité du nombre d'équations, de l'énormité du nombre de paramètres que j'ai ce logiciel-là. Donc, c'est du high-tech. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que là, en fait, le projet, c'était en 2 dimensions. Puis, si tu t'envoies sur un avion, ça, en fait, c'est une hypothèse que le profil est constant, qu'il n'y a aucune perturbation due au fuselage, due au moteur, due à tout. Puis que la vitesse est constante aussi à l'entrée, ce qui n'est pas le cas. Non, mais quand je vous dis 250 G, c'était en 2D. Ouais, c'est en 2D que ça. Ça, c'est un autre projet, je pense que c'est ça. Oui, ça, c'est l'analyse vibratoire, le pont de Tacoma. Donc, comme vous savez, le pont qui était rentré en vibration de résonance, on arrivait à reprendre en fait, ils ont filmé le pont. Et lorsqu'ils ont filmé, ils avaient la fréquence, en fonction de la fréquence, des déplacements. Donc, ce fichier de fréquence pour les déplacements peut être importé dans ANSYS. On impose cette sollicitation, au lieu d'imposer une sollicitation genre une force statique, on a imposé la vraie sollicitation qui a milieu, et on peut sortir vraiment les résultats du resonance spectrum, le spectre de résonance, qui est quand même impressionnant. Puis on voit directement les modes de déformation qui sont associés aux différentes fréquences propres du pont. Si on voit celui-là, par exemple, c'était la déformation dans ce sens-là, en figure rouge. Ouais. Puis, en fait, quand on utilise ANSYS-CFX pour la mécanique des fluides, parce que dans les chiffres, il fait beaucoup de choses. Quand on l'utilise en mécanique des fluides, l'entrée ou
l'excitation, en fait, c'est un écoulement dont on définit les paramètres de viscosité, de masse volumique, mais ici, c'est un fichier qui donnait directement une sollicitation mécanique avec une différente fréquence. Donc ici, il y a aussi une modélisation qui est faite. Je vais vous montrer toutes les capacités. Ici, c'est l'interaction fluide, thermique, structure. Parce que ici, on modélise aussi les effets thermiques. C'est en fait une plaque de freinage. Ce qui est modélisé là en rouge, c'est une source de chaleur, parce que lorsque les freins frottent, ben, c'est une source de chaleur qu'on y met. Un écoulement transitoire, parce que avec le freinage, donc vous pouvez voir la vitesse change, donc c'est un écoulement relatif qu'on est en train de modéliser, donc la variation est transitoire, plus la structure elle-même, comme définie avec c'est de l'acier au fond qui est en rotation. Donc toute cette modélisation, tous ces trois différents modules sont utilisés, la thermique, structure, plus fluide, et ça quand même nous donne des résultats assez impressionnants. Vous pouvez voir ici où c'est où la distribution de température, vous pouvez sortir la distribution de contraintes et tout, et tout, et tout. Je me souviens, je ne l'ai pas modélisé ici, mais même SolidWorks quand même fait quelque chose de comparable avec beaucoup d'erreurs. J'avais fait un projet avec Jean Brousseau pour les éléments finis. C'était un calcul des dimensionnements des chaudrons d'huile, les huiles végétales, là, parce qu'il faut que tu compresses et il faut que tu chauffes à grande température. Donc les contraintes, ce n'est pas juste les contraintes de pression qui sont importantes, c'est aussi les contraintes thermiques, c'est très très important. Donc la modélisation, SolidWorks se faisait, tu modélises sur SolidWorks thermique, puis tu l'intègres un dans structure, puis tu sors les résultats. Mais sans vouloir faire de la pub, peut-être que c'était aussi moi qui n'avais pas assez d'expérience, il y avait des erreurs, mais pas à peu près, il a été 3-4 fois, il fallait surdimensionner. Mais quand on l'a refaite avec ANSYS CFX, on est arrivé à des résultats qui se comparaient avec les conseils des fabricants de ces cuves. C'est des cuves en cuivre. Donc, quelques millimètres de plus, ça fait une grosse différence de coût. Donc ça, c'est un tutoriel qui a été fait sur un mouvement d'une pompe centrifuge. Donc une pompe centrifuge, c'est un écoulement, c'est une rotation. En fait, ANSYS CFX, il a un module qui définit vraiment les pièces en rotation. Donc, tu définis ta pièce, puis tu appliques dessus une rotation. Ici, ce n'est pas l'écoulement qui bouge, mais c'est vraiment la structure qui tourne. Donc, on a pu modéliser la distribution de pression c'est vraiment un truc qui devrait être beaucoup utilisé dans tout ce qui est les ailettes d'avion, les ailettes tournantes dans des machines à laver. Parce que souvent, ce que j'ai compris, Whirlpool avait des projets pour certaines compagnies pour montrer où est-ce que le niveau de turbulence, où est-ce que pas les contraintes, mais la pression, les interactions sont plus importantes. De un, pour réduire trop de stress sur les vêtements, et de deux, aussi pour augmenter les niveaux de turbulence, pour plus brasser et pour que ça soit plus propre. Donc la modélisation aussi d'un truc tournant a beaucoup d'avenir de cette application. Donc c'était en gros, c'est tout. Finalement, je n'ai pas présenté, je m'excuse pour un peu le feedback. J'ai présenté ce qui devait être présenté, mais j'avais dit, je présentais aussi la divergence, mais vu que Nourdine s'est désisté pour 11h50, donc je présenterai. Mais en fait, Nourdine était censé présenter cet après-midi durant la table ronde, mais on voulait prioriser la présence des gens à la table ronde, donc on avait échangé Nourdine de place. Nourdine sera plus ou moins là tantôt, donc vous avez sur ça. Donc si vous avez des questions. Dans le domaine de l'aviation, est-ce qu'un logiciel comme ANSYS CFX serait utilisé? Oui. Je dirais par exemple, lorsqu'on parle des écoulements sur un profil, ok? On parle de profil éolien, mais